Journée particulière, c'est ce qu'on pourrait dire de ce dimanche 1er décembre qui a vu le Salon du Cheval faire honneur aux disciplines para-équestres. Je reçois pour en parler l'association Equicompète. Éric Estrier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président d'Andy Équipe Compète. Présentez-moi d'abord votre association et vos missions, les grands domaines dans lesquels vous agissez. Alors le nom de l'association, je vais le répéter parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué à dire, mais ça porte bien son nom, c'est Andy Equicompète. Donc on est bien sur le handisport, dans l'équitation et sur un axe qui est la compétition. Ça c'est important, c'est notre objectif. Donc si on regarde un peu notre mission ou nos grands objectifs, donc tout d'abord c'est d'aider et de soutenir les cavaliers para-équestres à pratiquer leur passion, qui est l'équitation. Ce n'est pas toujours facile quand on est une personne en situation de handicap. Ensuite, c'est de favoriser l'accès à la compétition de ces cavaliers-là. Et puis, en troisième objectif, on va dire qu'on va les aider à progresser, donc développer leur technique de façon à être performants. Et enfin, pour que l'équitation para-équestre ou handisport, ça dépend, on dit comme on veut, se développe en France, eh bien, notre objectif, c'est d'aider les structures équestres en général à organiser des compétitions para-équestres en France. Oui, parce qu'un premier constat pourrait être de dire que quand on souffre d'un handicap, quel qu'il soit, on va plutôt se tourner vers des sports, on le voit, comme l'athlétisme, comme le tennis, comme des sports peut-être plus doux, plus faciles à pratiquer. Pratiquer l'équitation, c'est être au contact d'un animal de 500 kg ou un peu moins, avec tout ce que ça comporte comme difficulté, comme risque. Donc il faut, j'imagine, une motivation supplémentaire pour aller vers l'équitation. Il faut une grande motivation, effectivement. Souvent, c'est une passion. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que bon nombre des cavaliers du handisport pratiquaient déjà l'équitation avant, éventuellement, d'avoir eu un accident de la vie ou une maladie. Pour ce qui est de pratiquer l'équitation, on peut s'y mettre à tout moment, même quand on est en situation de handicap. Pour aller vers la compétition de haut niveau, c'est certainement un peu plus difficile. Alors, de quoi parle-t-on exactement en termes de discipline ? Eh bien, on a deux disciplines, comme pour l'équitation valide. On a ce qu'on appelle le paradressage. Alors là, on en a parlé dans l'émission précédente. Tout à fait, donc il va jusqu'au plus haut niveau, jusqu'aux Jeux paralympiques, puisque c'est une discipline reconnue par la FEI au niveau international. Et puis on a le para-CSO, où là, je dirais que la France est un peu pionnière et leader dans le monde, puisqu'on a très peu de nations qui pratiquent le CSO para-équestre. Alors, Patricia Nadeau, vous êtes justement référente para-CSO. CSO, c'est bien sûr au concours de saut d'obstacles, pour ceux qui ne le sauraient pas. On a du mal à imaginer une personne malvoyante ou aveugle, ou même avec un handicap physique aux membres inférieurs, à sauter des obstacles. Alors c'est je dirais, le naïf que je suis qui dit ça. C'est quand même un formidable challenge d'amener des personnes souffrant de handicap vers ce type de pratique et de discipline, j'imagine. Oui, effectivement, c'est ça qu'en fin de compte, déjà, ce sont comme des cavaliers, souvent, qui étaient valides avant. Ensuite, s'ils se mettent à l'équitation, comme tout à chacun, généralement, quand on commence à faire d'équitation, ce qu'on a envie, c'est de sauter des barres. On va rarement en direction du dressage en première. Et les enseignants, s'ils ont des choix adaptés et s'ils ont un tout petit peu, je dirais, de culture équestre, ils vont relativement facilement mettre des cavaliers à cheval. Après, au niveau des handicaps, bien sûr, c'est que pour les personnes qui sont malvoyantes ou non-voyantes, c'est beaucoup plus compliqué. Et il y a des handicaps qu'on ne peut pas, bien évidemment, faire sauter. Alors, vous avez à vos côtés Cindy Duval, qui est cavalière de para-CSO, justement. Cindy, bonjour. Bonjour. Alors, parlez bien près du micro. Je voudrais reposer ma question un peu différemment. Comment on franchit le pas ? Comment on se met au saut d'obstacle, sachant que c'était déjà pas facile quand on est valide. Alors j'imagine quand on a une déficience visuelle, ça peut être encore plus compliqué. Qu'est-ce qui vous a poussé à aller vers d'abord la pratique et après la compétition ? Donc en fait, moi j'ai pratiqué l'équitation avant d'avoir mon problème de vue. Donc j'ai continué après comme c'était avant et je me suis jamais posé la question. Et donc du coup j'ai continué mon parcours en commençant les concours à poney, puis à cheval. Et j'ai d'abord connu le monde valide avant le handisport. Et ça a été une belle rencontre en 2007 d'être dans le circuit para-équestre. Et en fait, je pense que pour faire de la compétition en CSO en étant en situation de handicap, c'est d'avoir confiance en ses coachs, en son cheval et puis en soi aussi. Alors concrètement, comment on dompte non seulement, alors on dompte, c'est pas le bon mot, comment on arrive à faire un couple, un duo avec son cheval, comment on appréhende les obstacles, concrètement comment ça se passe
Alors comment ça se passe? Alors, comme des couples valides, on va dire c'est une histoire aussi de couple. Moi avec ma jument ça fait 5 ans et ça a tout de suite bien fonctionné. Elle est très réactive, donc il faut des chevaux très réactifs. Et ça se passe bien. Et après c'est aussi au niveau du CSO, au niveau de la reconnaissance. Là, c'est là où pour moi, avec mon handicap, c'est là où toute la complexité se trouve. Il me faut beaucoup de temps, beaucoup de points de repère. Et Alors vous êtes assisté, il y a quelqu'un qui se positionne à chaque obstacle, comment ça se alors passe? non, alors on n'a pas encore, on essaye de mettre en place peut-être un guidage bientôt sur la piste, Mhm. mais c'est pas encore fait, on n'avait pas encore le droit parce que chaque technique doit être validée. Et, mais bon, sur les concours valides, ça arrive que avec l'autorisation du jury, mon coach le long de la carrière me guide à la voie, à gauche, droite, tout droit. Mais il faut vraiment que ça soit des ordres directionnels et non techniques. Patricia Nadou, peut-être pour compléter un petit peu cet aspect, je dirais, de guidage, d'accompagnement, un cavalier qui choisit le saut d'obstacle va s'entraîner au quotidien, aller vers les compétitions. Il a généralement toujours le même coach, le même entraîneur ou De préférence, puisque Ouais. c'était un binôme en fin de compte, et c'est une question de confiance. Il faut déjà qu'il y ait quelque chose, un courant qui passe bien évidemment avec la personne qui va vous aider sur la piste et la personne qui va vous faire sauter des barres. C'est comme un valide. Et au niveau des chevaux, l'idéal c'est aussi qu'il y ait un binôme avec le cheval. Donc on parle d'un trinôme entre un coach, un cheval et un cavalier. Et ce qui est fantastique, c'est qu'on voit pas la différence. Ah non, pas du tout, non. Mais il faut quand même pas oublier, ce sont des personnes qui ont une passion, qui est l'équitation, le saut d'obstacle qui est une deuxième passion, et qui se mettent je veux dire, dans les mêmes conditions que des cavaliers, puisque de toute façon, 90% de nos cavaliers qui sont sur le circuit CSO para tournent en valide. Alors Eric Estrier le disait, c'est le dressage qui est inscrit aux Jeux paralympiques. Ce sera à Rio le prochain rendez-vous. Vous espérez, vous, un jour que le saut d'obstacle soit aussi reconnu comme discipline paralympique? Alors là, c'est beaucoup plus compliqué. Ça fait partie des espoirs, bien sûr, mais on est quand même 3 nations ou 4 nations dans le monde à sauter. La France qui a une réserve très importante. On a 27, 28 cavaliers qui tournent d'une manière régulière sur le circuit. On a 22 cavaliers qui sont présents à la finale à Lyon. Et après, vous avez l'Allemagne qui vous présente 2 cavaliers. L'Angleterre qui en a 8, 9. À une époque, ils en avaient beaucoup plus. Maintenant, ils sont un tout petit réservoir. Et un cavalier par-ci par-là dans le monde. Donc de toute façon, pour éventuellement obtenir une validation par la FEI, le chemin est encore très très long. Le chemin est encore long. Par contre, le dressage, lui, est bien inscrit effectivement aux Jeux paralympiques. Philippe Célérier, vous êtes l'entraîneur national para-dressage. Merci d'être venu en tenue. Mais je vous en prie. C'est toujours un plaisir. Là, on est dans une discipline qui apparaît plus simple à pratiquer. Est-ce que je me trompe ou il y a autant de difficultés? C'est une discipline qui est déjà beaucoup plus connue et puis Ah, on va baisser un petit peu les niveaux. Ouais. est reconnue par la FEI, donc qui sort effectivement aux Jeux équestres mondiaux par exemple, aux Jeux olympiques. C'est une discipline qui est de plus en plus délicate au niveau des performances. On s'aperçoit que le plateau est très très élevé. Et si on a une impression de moins de risque, techniquement, on en est quand même à un haut niveau auprès des prestations et des compétitions. Alors vous avez l'occasion aujourd'hui pour cette journée un peu spéciale, je disais une journée particulière pour vous, de montrer des choses. Comment ça s'est passé sur les carrières? On a montré différents grades et différentes évolutions par rapport à des cavaliers en situation de handicap. Bien montrer aux gens que ce n'est pas parce qu'ils sont en situation de handicap qu'ils ne peuvent pas pratiquer l'équitation et qui plus est à haut niveau. J'aimerais entendre José Le Tartre, justement, qui est compétiteur, enfin cavalier de paradressage. Un petit peu la même question que j'ai posée à Cindy tout à l'heure sur ce qui a été vos motivations, ce qui fait votre quotidien et la façon dont, je dirais, vous pratiquez ce sport. Bonjour déjà. Bonjour, oui. Premièrement, je dirais que j'ai une facilité haute par rapport à Cindy, c'est que je suis handicapé de naissance. Donc c'est beaucoup plus facile pour moi, parce que j'ai grandi avec mon handicap. Et j'ai été adopté dans une famille qui avait des chevaux à l'âge de 5 ans. Donc tout naturellement, j'ai été mis à cheval et j'ai continué après. Et aujourd'hui, donc vous êtes à un niveau assez élevé, enfin, vous faites de la compétition, hein? Effectivement, à l'heure actuelle, je faisais partie de l'équipe de France de dressage à Herning. Je suis médaillé, je suis double médaillé de bronze. Et en même temps, je fais le circuit para-équestre de saut d'obstacle et je tourne aussi en valide.
Alors, qu'est-ce que vous diriez à ceux qui vous écoutent là et qui auraient envie, étant handicapés, alors ayant connu le monde des valides ou pas, parce que finalement la différence est assez mince, qu'est-ce que vous leur diriez pour franchir le pas, pour venir s'inscrire, on en parlera dans un instant, dans un club qui reçoit des personnes handicapées? Eh bien, s'ils ont de la volonté, qu'ils continuent à avoir de la volonté et puis qu'ils regardent des gens comme Cindy, comme Thibaut, ils y arrivent, donc ils peuvent le faire aussi et faire aussi bien, quoi. Vous êtes tombé dedans tout petit, hein, c'est comme la marmite Voilà. d'Obélix. Donc ça a été plus facile pour vous. Mais quels sont je dirais, les freins qui peuvent retenir un petit peu les personnes qui seraient désireuses de faire du cheval? Eh bien, le coût, malheureusement, Oui, le coût. c'est quand même c'est assez important. Et justement, l'association Andy qui compète nous aide quand même pas mal. Ça, c'est quand même assez important. Trouver le cheval, donc, comme disait Patricia tout à l'heure, ou même en dressage pour M. Célérier, c'est compliqué de trouver des chevaux qui correspondent à des cavaliers handicapés. Donc, il faut trouver le cheval, il faut trouver le bon coach. Le centre équestre qui veut bien prendre la personne handicapée, parce qu'il y a encore ce frein-là un tout petit peu. Donc Andy qui compète, et M. Estrier le dira, je pense, mais c'est ce qu'on essaye de faire évoluer dans le truc, mais il faut se dire qu'il ne faut pas baisser les bras et qu'on peut y arriver. Éric Estrier, la France est leader en tout cas parmi les premiers pays à avoir développé ce type de discipline. Il n'y a pas à proprement parler de club je dirais dédiés aux handicapés. Il y a plutôt des clubs qui développent des sections pour effectivement personnes handicapées. Effectivement, l'objectif, c'est que de plus en plus de clubs soient capables d'entraîner et de coacher des cavaliers en situation de handicap pour qu'ils puissent les emmener ensuite sur les compétitions locales ou nationales. Donc pour pratiquer la compétition, il faut s'adresser à un club de préférence qui est labellisé Equihandi, qui est un label délivré par la Fédération française d'équitation et qui suppose que le club respecte un certain nombre de critères, notamment en termes de formation de ses moniteurs ou d'équipement, etc., etc. Donc ça, c'est la première chose à faire. On espère que de plus en plus les clubs seront à même aussi d'organiser des compétitions para-équestres et on est là pour les conseiller. Oui, parce qu'on est rentré un petit peu par le haut sur le sujet en ayant des compétiteurs, mais bon, il y a quand même le pratiquant de base. Donc j'imagine d'abord la détection, c'est un petit peu comme dans tous les sports, c'est-à-dire qu'on vient, on veut s'inscrire, et il faut savoir si on est habile, si on est à quel niveau on est. Hein. Donc parlez-moi un petit peu de la façon dont vous prenez en charge et vous accompagnez les personnes qui se présentent à vous. Alors effectivement, on a commencé par le haut, mais c'est aussi toute l'histoire de l'association qui a été créée pour soutenir l'équipe de France et l'aider à se développer dans un premier temps. Et ça, c'était fait en collaboration et en partenariat avec les fédérations françaises d'équitation et handisport, ce qui donne à l'association... Oui, en fait, on est double licencié. Hein, quand oui, on c'est-à-dire que pratique. les cavaliers qui font de la compétition par équestre sont double licenciés. Et ces deux fédérations siègent à notre conseil d'administration. C'est-à-dire que ça nous donne une légitimité nationale. Donc on a commencé par ce travail-là, puisqu'on avait constaté que l'équipe de France manquait un peu de moyens aussi par rapport aux autres grandes nations. Ensuite, on a créé des circuits nationaux de dressage et de CSO en compétition. Et maintenant, on s'attache à déployer nos ailes, mais pas tout seul, parce qu'on a besoin que ça se fasse dans les régions, pour que justement on détecte et qu'on puisse évaluer les cavaliers. Donc vous êtes parti de la vitrine finalement, en disant voilà, il faut donner une image qui soit une image de compétition. Et ensuite, maintenant, vous travaillez, c'est le sens de cette émission et de votre présence au Salon du Cheval, vous travaillez sur la détection, sur la formation, sur le perfectionnement aussi. Voilà. Et là, c'est plutôt le capitaine Célérier de la garde républicaine qui peut répondre. Oui, tout à fait le but de cette association. Vous avez une voix qui porte. Hein. Alors, je le mets plus bas. Non, mais le but de cette association est effectivement d'accompagner les cavaliers en compétition au niveau national et international, tendre vers l'optimisation du résultat, certes, mais également sur la détection et sur tout ce qui pourrait avoir un apport et une orientation vers des lignes de travail. En tant qu'entraîneur, je ne suis pas là pour entraîner chaque cavalier. Heureusement,
on a de plus en plus de cavaliers au niveau national et je ne suis pas détaché, je suis au régiment de cavalerie de la garde républicaine et je travaille donc en priorité au régiment. Mais chaque cavalier trouve son entraîneur, voire on peut même les orienter maintenant que nous commençons à connaître un petit peu les cavaliers au niveau national. Et moi, je suis plus là lors de rassemblements, de détection pour orienter ce travail. C'est-à-dire que ce soit des cavaliers ou des entraîneurs qui désirent réellement se perfectionner, nous organisons des stages, que ce soit à l'IFCE ou au régiment de cavalerie de la garde républicaine, où là, on recevra le couple cavalier-cheval et l'entraîneur pour, un, leur donner une orientation de travail, deux, les évaluer et leur donner des conseils. Cindy, vous êtes passé par ce circuit-là comme ça, même si vous pratiquiez l'équitation avant, détection, stage, avant d'arriver effectivement au niveau compétition. On a une concurrence en termes de bruit qui est extraordinaire sur ce salon, mais bon, on va s'y faire. Hein. Qu'est-ce qui fait le salon, effectivement? En fait, non, parce que quand je suis arrivée en 2007 dans le circuit para-équestre, c'était le début de l'association Handi qui compète, donc tout s'est mis en place au fur et à mesure. Donc moi, j'ai connu le para-équestre par l'intermédiaire de Fanny de Laval, qui est en Normandie comme moi, donc c'est comme ça qu'on a connu. Et puis après, je me suis lancée dans l'aventure et c'est vrai que c'est un circuit qui nous permet d'avoir de très belles étapes qu'on ne pourrait jamais courir. Mais justement, je voudrais qu'on en parle un petit peu. Ce circuit, qui peut en parler? Peut-être Patricia? En CSO, bien sûr. Hein. Alors, au niveau du circuit CSO, c'est quelque chose, si vous voulez, qui existe depuis donc 5 ans. Et on a décidé de travailler au départ. On allait, je dirais, avec notre petit bâton de pèlerin chercher des organisateurs. Et maintenant, ça s'est plutôt inversé. C'est-à-dire que c'est eux qui viennent nous chercher. Parce que c'est important pour certains organisateurs d'associer des épreuves para à des épreuves valides. Alors, des concours qui existent et qui, des très beaux concours, agrègent effectivement des CSO. Si vous voulez, on est rentré, par exemple, on est rentré sur le CSI vétéran de la Baule. Et maintenant, on est sur le CSIO de la Baule. On a eu un petit peu le ticket d'entrée sur le CSI vétéran et après, ils ont décidé de nous intégrer sur le CSIO. Ensuite, on a des étapes comme la finale à Equitalion. Ça, c'est incontournable. C'est 2 étapes qui sont, je dirais, inamovibles. Et puis, en cours d'année, on change. Alors, on a Le Mans, par exemple, qui vient d'arriver. On a le CSI de Mâcon. On avait une étape sur un concours à Paris qui a été annulé parce que malheureusement, tout le monde sait très bien qu'au jour d'aujourd'hui, les organisateurs ont des soucis financiers dans le cadre des organisations de concours. Donc quand un concours est annulé, on est annulé en effet collatéral. Et du coup, il faut se dépêcher de retrouver une étape. Mais une étape, ça ne s'improvise pas. Il y a un cahier des charges que moi, je transmets donc, à l'organisateur, qu'il accepte ou qu'il n'accepte pas. S'il n'accepte pas, on ne valide pas sa demande. S'il accepte, après, on travaille ensemble et on met en place un circuit de 6 étapes, généralement plus la finale. Et les 6 étapes comptent. C'est-à-dire que tous les cavaliers doivent courir toutes les étapes pour établir un classement et aller se mesurer à la finale de Lyon. Et la finale, c'est une finale nationale, donc championnat de France? Non, si vous voulez, on n'a pas le droit d'utiliser les titres de champion de France ou de Coupe de France parce que nous ne sommes pas reconnus par la FFE. Voilà, c'est très particulier, nous ne sommes pas reconnus par la FEI, donc pas reconnus par la FFE. Oui, nous sommes soutenus par la FFE et la d'accord. FFH, mais pas reconnus. Et il faut vraiment bien faire la différence. Alors justement, je voudrais qu'on revienne sur ces aspects, on parlera aussi un petit peu d'argent dans un instant. Donc l'étape supplémentaire, c'est finalement que le saut d'obstacle soit reconnu en tant que discipline, en tant que tel, parce qu'effectivement, ça permettrait de booster un petit peu la filière. Oui, au niveau international, on en a parlé, donc c'est peut-être pas encore pour demain. Au moins au niveau français. Le fait qu'on ne puisse pas attribuer un titre de champion de France, je pense que ça va évoluer, mais là, on construit ce circuit de CSO de toute manière en collaboration avec la FFE. Et donc, on n'a aucune difficulté de reconnaissance opérationnelle. Et d'ailleurs, on le fait en toute sécurité, puisque les cavaliers sont affiliés au niveau de la FFE et de la FFH aussi. Alors, l'argent, les partenaires, parce que pour faire fonctionner tout ça, il faut un peu de subsides. Vous avez, j'imagine, des subventions qui viennent notamment de la fédération et puis des ministères également. Comment ça se passe? Comment vous financez votre activité? Alors, pas exactement. En fait, nous, on vient en complément des fédérations. C'est-à-dire qu'il y a un budget à la Fédération française d'équitation, il y a un budget à la FFH, pas énorme, mais qui sert surtout à financer les étapes officielles de la compétition de dressage. Sur le CSO, il n'y a rien. Et nous, nous n'avons aucune subvention publique, que ce soit des fédérations, ministères ou autres. Et donc, nous
nous recherchions des sponsors qui sont souvent des entreprises mécènes. Et donc Patricia Nadou s'occupe de ces partenariats. Et l'idée, c'est d'avoir ces partenaires qui nous sponsorisent, ce qui est pour eux important parce que ça leur permet de développer aussi une image d'entreprise citoyenne. Ça leur permet aussi de nous faire intervenir dans l'entreprise pour faire des petites conférences avec des cavaliers. Par exemple, Cindy est intervenue à plusieurs conférences, José aussi, ce qui permet de faire des interventions qui sont bénéfiques aux salariés de l'entreprise en termes de sensibilisation au monde du handicap. Et souvent, c'est sur le thème handicap et performance. Eh bien oui, ça marche ensemble. Donc c'est un peu ça l'objectif. Donc ces entreprises-là, elles nous financent. Et sans elles, rien n'existerait aujourd'hui de tout ce qu'on peut faire. Alors je montrais justement cette petite plaquette que vous avez éditée. Alors effectivement, on voit la CNP, Malakoff Médéric, enfin, quelques-uns de vos sponsors, c'est ça, hein? Oui, la Banque Française Mutualiste, MF Prévoyance et Unofi qui sont nos 5 grands sponsors financiers. Et puis on a des partenaires qu'on appelle partenaires opérationnels. Justement, donc la Garde républicaine, on a renouvelé une convention de 3 ans avec la Garde républicaine pour pouvoir accéder aux installations équestres et faire bénéficier nos cavaliers d'encadrement de haut niveau. Et puis avec l'IFCE, donc l'École nationale d'équitation de Saumur, à laquelle nous intervenons avec les écuyers pour préparer des stages de haut niveau. Quand on préparait cette émission, je vous demandais combien de licenciés. Vous m'avez dit finalement assez peu, je dirais, identifiés. Ce sont ceux qui font de la compétition, mais il y en a beaucoup qui ne font pas de compétition, qui pratiquent quand même l'équitation avec un handicap. Oui, certainement. On ne sait pas exactement quel est le nombre de cavaliers en situation de handicap qui pratiquent régulièrement en France. Donc là, on est sur notre 3e volet de plan d'action. On va essayer d'identifier un peu tout ça. Ce qu'on sait, c'est qu'on a à peu près 60 cavaliers qui sont sur la compétition nationale de manière régulière, à peu près. Et puis, on en a probablement autant qui font de la compétition, voire plus, peut-être 200, qui s'essayent à la compétition ou qui font un peu de saut d'obstacle, un peu de dressage. Et à ce moment-là, ces cavaliers, nous leur disons de nous rejoindre parce qu'on pourra sans doute les aider à progresser dans cette compétition. Vous avez reçu des personnes soucieuses, souffrant de handicap et soucieuses de faire de l'équitation pendant ce salon. Enfin, il a ouvert hier, donc il n'y a peut-être pas assez de temps qui s'est écoulé, mais vous avez c'est encore un petit peu tôt parce qu'on est arrivé ce matin, effectivement, voilà. Mais je pense qu'on aura des contacts. La plaquette est en distribution, il y a aussi des flyers, beaucoup de communication qui est faite de plus en plus. Et donc l'idée, c'est bien de toucher toutes ces personnes qui n'osent pas ou qui ne savent pas. Je voudrais peut-être en guise de conclusion un petit peu que José et Cindy me racontent chacun leur belle histoire, une anecdote, quelque chose qui peut nous montrer à quel point on est dans la sphère de la motivation, du dépassement de soi. Une anecdote de ce qui vous est arrivé au cours de votre carrière. Qui commence ? José, peut-être. Anecdote, je ne sais pas si je peux dire une anecdote. J'ai eu la chance de participer à 4 Jeux paralympiques. Même si je tourne chez les valides, je pense que j'aurais peut-être jamais ma place chez les valides. Donc au moins, ma motivation, c'est de me dire que j'ai pu représenter la France sur des Jeux paralympiques. Et je suis 6e à Londres. Et on sait à quel point les Jeux paralympiques de Londres ont attiré, alors ne serait-ce qu'en termes de téléspectateurs, énormément de monde. Il y a eu, ça aussi, il y a un changement dans la représentation que se font, entre guillemets, les autres. Disons que... Pour admirer la performance, mais la performance avec un P, le même P que pour les valides. Disons que moi j'ai connu en 96, c'était Atlanta, les Jeux d'Atlanta, où il n'y avait personne. On enlève les entraîneurs, les cavaliers, les copains des cavaliers. C'est entre nous. Oui. Voilà, c'est entre nous, c'est fini. Et au fur et à mesure, on a eu du public qui commençait à arriver, ça s'est démocratisé. Et effectivement, Londres a vraiment été, je dirais, l'apogée de cette réussite-là. On a été considérés comme des vrais cavaliers et non pas comme des handicapés. Et puis comme des vrais compétiteurs. Et ça, c'est très, très important. Cindy, une belle histoire, une anecdote.
Une belle histoire. Je vais revenir sur les belles étapes que nous offre quand même notre circuit. Et être sur le terrain de la Baule ou à Équitalion, ça reste quand même des terrains exceptionnels. Et à chaque fois avec un public super nombreux, alors qu'on est à côté des meilleurs cavaliers mondiaux avec des épreuves à 155, 160. Alors on peut se dire le para-équestre, le public ne va pas s'y intéresser. Et en fait, pas du tout. Ils sont avec nous. Et ça, c'est une très belle récompense pour nous, je pense. La garde républicaine est engagée, vous l'avez dit, vous avez re-signé une convention. Qu'est-ce que disent vos collègues? Comment ils voient ce partenariat, cette collaboration? Parce que finalement, pardonnez-moi la question, mais la garde républicaine, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. C'est la France. On la voit au défilé du 14 juillet, on la voit accompagnant les grands de ce monde. Et puis là, elle fait vraiment acte, je dirais, de générosité, de solidarité. Oui, il y a le regard du régiment de cavalerie par rapport au para-équestre, je pense, passe au-delà de ce qu'est le régiment de cavalerie. En fait, cette ouverture est surtout faite par le fait qu'on peut apporter quelque chose. Un gendarme est au service du public. Si seulement on peut leur apporter quelque chose de plus, on le fait. Et nous avons des patrons actuellement qui sont très très ouverts sur ce genre de choses. Et effectivement, on ne fait que faire profiter des gens de ce qu'on a acquis de notre expérience et de ce que notre institution peut leur prêter. Donc le regard du régiment de cavalerie, et qui plus est des cavaliers de la garde, est extraordinaire vis-à-vis des para-équestres. Éric Estrier. Oui, non, moi je voulais simplement en profiter pour remercier la garde républicaine, parce que c'est vrai que c'est une vitrine. Et puis avec l'École nationale d'équitation de Saumur, on a vraiment deux institutions qui font rêver, quoi. Et pouvoir offrir ça à nos cavaliers, c'est aussi quelque chose d'important. Sur le regard que les valides portent aujourd'hui sur les performances des personnes handicapées, là aussi, vous notez un changement? Oui, tout à fait, il y a un changement. Moi, je vois dans le CSO, on a souvent maintenant des contacts avec l'équipe de France. Et ça s'est vu à Herning quand on était au championnat d'Europe, où on a finalement bien sympathisé avec l'équipe de France de CSO, l'équipe de France de dressage, et puis il y avait l'équipe de France de para-équestre. Et je crois que c'était une des premières fois que les trois disciplines étaient réunies ensemble sur un même concours, et où on faisait ensemble des pots et des discussions. José disait même il y a un instant qu'il aurait très bien pu concourir dans la catégorie des valides. Merci beaucoup à vous d'être venu sur ce plateau. Je rappelle, je la montre rapidement comme ça à la caméra, cette petite plaquette que vous avez éditée. Vous recherchez des partenaires privés, des entreprises qui, à travers effectivement leur association avec votre sport, pourraient, je dirais, non pas donner l'exemple parce que ce n'est pas tout à fait ce qu'on recherche, mais montrer à quel point elles sont citoyennes, elles font partie d'un ensemble qui comprend aussi les personnes victimes ou souffrant de handicap. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau TV du Centre du Cheval. Fin de cette émission, il y en aura une autre dans quelques instants. À bientôt.